Salut, c'est NicoFam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 17 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Content de vous savoir à l'écoute encore aujourd'hui. Journée sur le plan économique de nouvelles de la Banque du Canada, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de détails sur le taux directeur. Est-ce que ce taux directeur sera abaissé, comme le pensent plusieurs experts, plusieurs économistes, d'1/4 de point de pourcentage? C'est bien possible. Jean-Philippe Robillard va nous parler un peu du contexte également dans lequel cette annonce de taux, cette possible baisse de taux va être annoncée plus tard aujourd'hui. Ralentissement économique, évidemment, hausse du taux de chômage également. On a vu hier des chiffres sur l'inflation, légère hausse de l'inflation. Donc, on revient là-dessus avec Jean-Philippe Robillard un peu plus tard à l'émission. Sinon, autour de la table, tout le monde est réuni ce matin. Oui. Julie, Jasmine, Olivier et Véronique. Bonjour à vous trois. Bien, bonjour. Alors, Julie, Jasmine, on va se parler des actualités culturelles un peu plus tard à l'émission. Et c'était une journée importante pour la musique canadienne. C'était hier la remise du prix Polaris. C'était à Toronto. Ça s'est terminé à 22h45. Je n'ai pas été capable de décrocher. Ah non? Non. Et qui le matin doit être difficile. Non, l'après-midi, je dirais. L'après-midi, ouais, c'est ça. Et qui a gagné? The winner is... Yves Jarvis! Yves Jarvis. Exact. Qui est-il? Le connaissez-vous? Je vous le fais découvrir tout à l'heure. Alors, c'est un Montréalais. Ça, je commence avec ça. OK. Alors, on vous écoute un peu plus tard. On vous retrouve pour la chronique culturelle. On va faire un petit tour du côté de la météo avec Véronique Méran parce que ce beau temps, ce temps chaud, même encore plus chaud, oui, se poursuit aujourd'hui. Se poursuit. On reste toujours en secteur chaud avec un ciel peut-être un petit peu plus variable ou voilé par endroits, mais rien d'inquiétant, je dirais. Risque d'orage aujourd'hui en lien avec le passage du front nord-est de l'Ontario, secteur de l'Abitibi, ce soir, cette nuit. Sinon, ça ira demain, fin de journée, sur les régions les plus au sud. Donc, beau temps. Au pis-aller, ciel variable, 24 à 26, 27 du côté de l'Outaouais. On aura une nuit la nuit prochaine, 16 à Montréal. 16, ça commence à être élevé, là, parce que le minimum la nuit, ça serait autour de 9, normalement. Okay. Alors, quand même très, très doux. Jeudi, on parle de beau temps le matin, une tendance au ciel plus variable en après-midi, faible probabilité d'averse et risque d'un orage en fin de journée, début de soirée. Les températures de l'ordre de 24 à 25 degrés encore demain jeudi, ça pourrait aller jusqu'à 26. Et là, derrière le passage de ce front-là, qui aura engendré très peu de précipitations sur les régions plus au sud, vous l'aurez compris, c'est l'air plus frais qui revient. Alors, du beau temps vendredi, mais on pense plus à du 17-20 degrés au thermomètre. C'est samedi matin qu'il pourra en surprendre quelques-uns avec des températures à près de 5, 6 pour le Grand Montréal, 1, -1, Estrie, Laurentides, une journée avec du 15 à 18 degrés, mais un soleil quand même dominant. Alors, des températures très agréables. Puis ça va remonter dès dimanche. Ah, C'est pas fini le temps doux, là. Du 22-23, il y en a encore la semaine prochaine aussi. Peu de précipitations, cependant. Hein? Déficit important partout. C'est incroyable. Lorsque, dans la région de Montréal, on passe à côté du fleuve Saint-Laurent... On voit le niveau. On voit le niveau qui est tellement bon. On pourrait presque traverser à pied. J'exagère, là, mais on se rend très, très loin quand même, presque dans le milieu du fleuve, tellement il manque d'eau. Tout à fait. Situation inquiétante. Je regardais les statistiques. Sept-Îles, depuis le début du mois de septembre, 7 mm seulement de pluie reçue. Normalement, c'est une centaine de millimètres au cours du mois. Gaspé, Rimouski inquiète aussi. Québec, si la tendance se maintient, 70 moins de pluie que la moyenne au cours du mois de septembre. Puis où?
Julie Jasmine le sait aussi, qui a été un des mois les plus secs. Donc, on poursuit encore. Il y aura un petit peu de pluie la semaine prochaine, là, mais est-ce que ce sera assez pour Rien pour combler les déficits. Absolument pas. Absolument pas. Donc, septembre qui se terminera encore une fois plus chaud que la normale et plus sec que la normale. Donc, tout ça étant dit, du côté de l'Abitibi, il fera encore 26 sous le soleil. C'est ce soir qu'il y a une possibilité d'averse et un risque d'orage. Tout l'est du Québec, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, bénéficie de conditions ensoleillées aujourd'hui. C'est du 22-24 degrés. Beau temps sur tout le territoire ontarien, 25 à 27 là aussi. 22-25 Vancouver, un soleil qui est là. Edmonton, Calgary, 27 degrés sous le soleil. Ça commence à être un peu plus frais sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. On parle de 21, ciel plus variable, avec un risque d'orage en fin de journée. Alors voilà pour l'ensemble des secteurs, mais disons septembre, qui est de plus en plus un prolongement de notre été. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Il doit répondre, Katzberg. Deuxième effort pour le Britanno-Colombien. C'est envoyé. Ça devrait être pas mal, ça. Katzberg, c'est à l'intérieur. C'est mesuré à l'intérieur, je crois. Oui. 44-70, c'est un record de championnat. On comprend, Olivier, bonjour d'abord, que ça a bien été pour le Canada, encore une fois, au championnat, au mondiaux d'athlétisme. Pardon, voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là ce matin. Mais là, on parlait de lancer du marteau. Encore du lancer du marteau, oui. Parce que la veille, on avait parlé de cette médaille d'or de Cameron Rogers, donc championne olympique en titre, championne du monde en titre, qui a défendu avec succès son titre. Ça a été le même scénario hier, presque littéralement, là, pour Ethan Katzberg, qui s'est présenté comme favori pour cette épreuve et pour aller décrocher l'or. Ce que vous avez entendu, c'est la description de son deuxième lancer, tout juste à la limite de la zone dans laquelle les lanceurs de marteau doivent lancer leurs projectiles. Et ça a été comptabilisé. Donc, 84,70 mètres, c'est la marque qu'il a imposée et qui lui a permis d'aller décrocher la médaille d'or. C'est aussi un record personnel pour lui, record pour les championnats du monde. Donc, vraiment, ça a été toute une sortie pour lui. Il a devancé l'Allemand Merlin Hummel qui a décroché l'argent. Et donc, il défend lui aussi avec succès son titre en championnat du monde. Et c'est maintenant, le marteau, c'est l'affaire des Canadiens. En tout cas, c'est assez clair avec les résultats qu'on a obtenus au cours des 3 dernières années. Et ça a été fait de très belle façon aussi. Semble littéralement intouchables, les Canadiens, présentement, à cette épreuve. Donc, c'est vraiment très impressionnant à voir. Tout ça se déroulait aux Mondiaux de Tokyo. Aujourd'hui, il y aura d'autres épreuves, d'autres Canadiens surveillés, surtout aux qualifications du 200 mètres, chez les hommes comme chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'au 100 mètres, ça a été un peu une déconvenue pour les Canadiens. Personne ne s'est qualifié, tant chez les hommes que chez les femmes, pour la finale, alors qu'il y avait des attentes. Alors que chez les hommes, on a entre autres André Degrasse qui est là. Et donc, aujourd'hui, qualification du 200 mètres. Chez les femmes, on surveillera aussi Audrey Leduc, qui malheureusement, elle aussi, a été arrêtée aux demi-finales du 100 mètres, avec beaucoup d'ambition pour ces mondiaux, mais aussi de l'ambition de démontrer aussi qu'elle figure parmi les meilleurs. Malheureusement, je n'ai pas été satisfaite de mes performances au 100 mètres. Je suis capable de mieux que ça, puis je n'ai pas été capable de le livrer sur la piste. Donc, j'ai l'impression que si je suis capable de livrer une bonne performance sur 200 mètres, ce sentiment-là qui pourrait être encore présent dans l'imposteur va commencer encore plus à se dissiper. Parce que, tu sais, j'ai ma place sur cette scène-là, mais je veux prouver que je l'ai aussi. Puis je suis capable de le prouver, mais il faut juste que je le fasse. Donc, Vous avez entendu un petit rire à la toute fin. Plus facile à dire qu'à faire, toujours, quand même. Les qualifications, ce ne devrait être qu'une formalité pour Audrey Leduc, mais elle sera surveillée donc, dès ce matin. Et tout ça, je le rappelle, est disponible sur tout.tv, donc vous pouvez aller regarder ça tout au long de la matinée. Je dois avouer qu'hier matin, j'ai regardé un peu. J'ai vu d'ailleurs la fin de la compétition de lancer du marteau. C'est tellement spectaculaire, l'athlétisme. C'est vraiment des disciplines intéressantes. Et on en montre peu souvent. Oui, donc, c'est ça. Généralement, c'est aux Olympiques, puis on en voit. Mais là, on peut vraiment se gâter puis suivre ces compétitions-là. Parlons de volleyball, Olivier. Le Canada accède au 8e de finale des mondiaux masculins. Les mondiaux masculins qui se déroulent aux Philippines avec ce dernier match qui était disputé ce matin entre la Turquie et le Canada. C'était les deux seules équipes de ce groupe, le groupe G, qui étaient invaincus en 2 matchs. Et donc, ce matin, ce sont les Turcs qui ont vaincu les Canadiens, pourtant mieux classés dans ce classement mondial. Une victoire en 3 manches pour les Turcs qui leur permet donc de prendre la tête du groupe et donc d'avoir un tirage un peu plus simple pour les 8e de finale. On devra attendre, par contre, pour l'identité de l'adversaire du Canada, puisque ce matin, on doit surveiller le match entre la Pologne et les Pays-Bas. Le Canada prendra le vainqueur de ce match, puisqu'il terminera au sommet de son groupe, et donc à surveiller, mais donc accède aux 8e de finale, comme l'avaient fait d'ailleurs les femmes lors des mondiaux qui se déroulaient il n'y a pas si longtemps. Terminons rapidement en parlant de patinage de vitesse courte piste. Kim Boutin, la Québécoise, a confirmé que la prochaine saison sera sa dernière. Hier, on a confirmé l'équipe canadienne, en fait, les 12 patineurs qui représenteront le Canada lors de la prochaine saison du circuit
circuit mondial, mais aussi aux Jeux olympiques qui se dérouleront l'hiver prochain, en février prochain, à Milan, Cortina d'Ampezzo. Parmi ces 12 patineurs, sans surprise, Kim Boutin y figure. Et à 30 ans, elle a annoncé que ce sera sa dernière saison. Donc, il souhaitera aller chercher de belles expériences avec ses coéquipières. Il y en a plusieurs qui sont menaçantes cette année. Elle figure parmi cette équipe et parmi ses têtes d'affiche qui pourraient peut-être aller chercher des médailles cette saison. Donc, ce sera sa dernière à 30 ans. Elle dit qu'elle n'avait pas là, dans les jambes un autre cycle olympique. Et donc, pourquoi pas tirer sa révérence maintenant et surtout l'annoncer maintenant pour être capable de bien vivre cette dernière saison et de vivre ses derniers moments sur le circuit mondial. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Revue de presse ce matin. Commençons par le Journal de Montréal qui nous présente un nouveau sondage ce matin en une. Le remaniement n'aide pas la CAQ. Au contraire, Legault encore moins populaire. C'est un nouveau sondage léger qui a été réalisé pour le compte du Journal de Montréal. Son gouvernement récolte seulement 16 % des appuis, tandis que le PQ prend du galon, donc selon le plus récent sondage léger. Donc, le Parti québécois qui passe de 35 à 38 %, les libéraux de 26 à 27 et la CAQ de 17 à 1 % suivi des conservateurs et de Québec solidaire. Est-ce que le remaniement ministériel va donner un nouvel élan au gouvernement? C'est la question qu'a posée le sondeur aux répondants. Dans 69 % des cas, les répondants ont dit que non. Ce nouveau remaniement ministériel n'aidera pas en rien le gouvernement Legault. Donc, vous pourrez lire les résultats du sondage dans le Journal de Montréal qui a posé, le sondeur léger a posé également des questions sur des éléments en lien avec la laïcité. Et on titre « Les Québécois veulent une loi pour interdire les prières de rue ». Lorsqu'on pose la question « Est-ce qu'une loi visant à interdire la prière dans les rues et les espaces publics est nécessaire au Québec », 54 % des répondants ont dit oui. Donc, tous les détails à lire dans le Journal de Montréal. Dans la presse de ce matin, comme dans plusieurs quotidiens, je vous dirais qu'en une, c'est la situation dans la bande de Gaza qui retient l'attention. Gaza brûle, titre la presse. C'est en ces mots que s'est exprimé hier le ministre israélien de la Défense quand son armée a lancé un assaut ultime dans le territoire palestinien. Le même jour, un rapport de l'ONU commandé à des experts indépendants a conclu qu'Israël y commettait un génocide. Il y a une chronique à ce sujet de Laura Julie Perrault qui s'intitule « L'impuissance des pays arabes ». C'est bien beau d'accuser l'Occident d'inaction, mais pourquoi diable les pays arabes ne font rien pour mettre fin à la guerre à Gaza? Elle dit que c'est le genre de questions qu'elle reçoit beaucoup de la part des lecteurs de la presse. D'abord, elle dit qu'il y a beaucoup de pays au Grand Moyen-Orient qui dépendent énormément des États-Unis, autant sur le plan économique que sur le plan de la sécurité. Cette dépendance est encore plus grande que la nôtre, dit Marie-Joëlle Zahar, qui a été interrogée par la journaliste. Elle est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal, experte en résolution de conflits. Elle dit essentiellement qu'il y a aussi des tensions profondes qui existent entre les pays du grand monde musulman, ce qui explique en partie la fragilité de leur solidarité, donc à lire dans la presse. Le Devoir de ce matin, lui, nous parle des IPS, ce qu'on a déjà appelé les super infirmières, mais enfin les infirmières praticiennes spécialisées qui ont l'impression d'avoir été formées pour rien, alors qu'on disait avoir besoin d'elles dans le réseau de la santé. Donc, ce que l'on comprend, c'est que ces dernières semaines, l'Association des infirmières praticiennes spécialisées a reçu de nombreux appels d'IPS de différentes régions se disant incapables de trouver un emploi à la suite de leur formation. C'est sous la plume d'Isabelle Porter. Sinon, le quotidien fait également sa une avec Robert Redford qui s'est éteint. Vedette d'œuvres phares comme All President's Men. Il a récolté des récompenses aux Oscars pour son film Ordinary People. Donc, retour sur la carrière de ce grand acteur qui s'est éteint hier en une du Devoir. Dans le Globe and Mail, évidemment qu'on revient sur la situation à Gaza, mais sur le plan politique, on parle de ce qui a marqué la journée d'hier. On a eu bien sûr cette date du budget, le 4 novembre, mais on a aussi appris que Chrystia Freeland, dit le Globe and Mail, une des ministres les plus influentes du cabinet Carney,
a remis sa démission. Elle va donc s'en aller comme représentante spéciale du Canada pour l'Ukraine, pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc, le Globe and Mail qui revient là-dessus. Et sur le site de Radio-Canada ce matin, c'est ma collègue Véronique Prince qui nous apprend que dans les négociations avec les médecins, Dubé, le ministre de la Santé, est prêt à revoir les pénalités. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a proposé une voie de passage aux fédérations de médecins dans l'espoir de débloquer l'impasse dans les négociations sur leur rémunération avec les spécialistes. Radio-Canada qui a appris qu'il propose, le ministre, de lier jusqu'à 15 % de la rémunération des médecins avec l'atteinte de cibles de performance et non pas 25 comme le prévoit le projet de loi 106. C'est la première fois depuis le dépôt de ce projet de loi le printemps dernier que Québec ouvre la possibilité de réduire les pénalités imposées aux médecins qui n'atteindront pas les indicateurs de performance. Ma collègue Véronique Prince, donc à lire en une du radiocanada.ca. Je le disais, grosse nouvelle économique aujourd'hui. Les regards sont tournés vers la Banque du Canada qui doit annoncer un peu plus tard une mise à jour de son taux directeur. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Décision attendue, alors évidemment que les effets douaniers imposés par Donald Trump se font de plus en plus sentir sur l'économie canadienne. Que prévoient les économistes à qui vous avez pu parler? Eh bien, les économistes, la majorité des économistes s'attendent à ce que la Banque du Canada baisse son taux directeur d'un quart de point pour l'établir à 2,5 % après l'avoir maintenu inchangé au cours de ces 3 dernières décisions. Ce sera donc la première baisse, Mathieu, depuis le mois de mars. Et selon les économistes, la Banque du Canada va diminuer son taux, même si on l'a vu hier, même s'il y a eu un léger rebond là, de l'inflation au mois d'août, hein, on l'a appris hier, parce que, selon les économistes, l'économie canadienne ralentit. Elle s'est affaiblie au cours des derniers mois en raison là, des tarifs douaniers qu'ont imposés les Américains. Il y a également le marché du travail qui ralentit, le taux de chômage qui est en hausse. Alors, toutes ces raisons-là, ça fera en sorte, selon les économistes, dont l'économiste et sénateur indépendant Clément Gignac, que la Banque du Canada va diminuer ses taux. Je m'attends à une baisse d'un quart de point du côté de la Banque du Canada. Il faut bien penser que même si l'inflation s'est accélérée un petit peu le mois dernier, on a une poussée du chômage, le taux de chômage qui dépasse 7 % maintenant au Canada, puis surtout le taux de chômage des jeunes qui est pas loin de 15 %, soit le niveau plus élevé là, depuis une quinzaine d'années. Autre son de cloche, celui des économistes de la Banque Royale qui croient, eux, que la Banque du Canada va maintenir son taux directeur inchangé parce qu'il y a encore un peu d'inflation et que les mesures de relance prévues dans le prochain budget fédéral, qui aura lieu le 4 novembre, ben, ça pourrait, selon les économistes de la Royale, faire grimper l'inflation dans les mois à venir. Oui, et dans le contexte, donc dans un contexte économique plus difficile, une baisse de taux pourrait aider bien des ménages. Oui, effectivement, qui en ont bien besoin. On apprenait hier qu'une personne sur 4 au pays fait face à l'insécurité alimentaire, donc les besoins sont grands. Donc, si la Banque du Canada diminue ses taux, ben, ça va donner un coup de pouce aux ménages, en particulier à ceux qui ont des prêts hypothécaires à taux variable, à ceux, Mathieu, également, qui s'apprêtent à s'acheter une résidence. Ça va aussi donner un bon coup de pouce aux entreprises dans ce contexte économique difficile, dans cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. J'en ai parlé avec Benoît Durocher, qui est économiste principal chez Desjardins. Ça donne un coup de pouce à un peu tout le monde. Évidemment, aux entreprises. Les entreprises, souvent, elles ont besoin d'emprunter pour investir. Donc, quand les coûts de financement diminuent comme ça, c'est toujours une bonne nouvelle pour les entreprises. Et même chose pour les consommateurs, donc crédit à la consommation, mais aussi, évidemment, quand vient le temps d'acheter une nouvelle maison. Il y a également aux États-Unis, où la Réserve fédérale américaine doit annoncer aujourd'hui également faire une mise à jour, en fait, de son taux directeur. Et là, également, les économistes prévoient une baisse. Oui, baisse réclamée depuis longtemps par le président Donald Trump, américain, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va surveiller ça. Au revoir.
Julie Jasmine est de retour en studio, donc on va revenir sur la remise du prix Polaris. Vous nous le disiez hier à Toronto, un prix remporté par un Montréalais. Un Montréalais. Puis je vous rappelle que pour le prix Polaris, on y va au mérite, hein, Mathieu. On y va pas au genre, aux ventes ou à la popularité. C'est vraiment le mérite artistique. Alors, c'est Yves Jarvis. Son album s'appelle All Cylinders. Il a remporté les grands honneurs hier et il était aussi sur scène. Alors, je l'ai découvert hier pour être... Je le découvre ce matin. toute franche avec vous. Donc, j'ai artiste montréalais, originaire de Calgary, R&B, soul, funk, expérimental, électron libre, je dirais. Sur son acte de naissance, il est écrit Jean-Sébastien Yves Audet. Okay. Mais on l'a connu aussi avec un nom de scène qui s'appelait Un Blonde durant les dernières années, mais a décidé d'adopter Yves Jarvis dans les dernières années. Et All Cylinders est son 5e album et il empoche 30 000 $. Auparavant, c'était 50 000 $. Mais l'organisation a dit le nouveau montant, c'est dû à une diminution des contributions financières de certains commanditaires. Alors, il faut dire que c'était une belle année pour le Québec aussi. Sur les 10 albums nommés, il y en avait 6 québécois, dont 3 francophones. Et dans ceux-là, il y avait Louis-Adrienne Cassidy, Bibi Club et aussi Population 2, alors, qui étaient tous très, très bons sur scène. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce prix-là, il y a toutes sortes de styles musicaux et ça peut être autant français qu'en anglais. Ce prix Polaris remporté hier donc par Yves Jarvis à Toronto. Et il y a un nouveau prix aussi, un prix de la chanson. Oui, là, il y avait 5 finalistes et la palme a été remportée par Mustapha. Mustapha, c'est un chanteur, compositeur, poète folk de Toronto et c'est surtout pour sa magnifique ballade Gaza is Calling. Let's go up north where you have no will to. You want to find the people who want to kill you. There's a place in your heart that I can't get into. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling. Une chanson pleine d'émotions, on l'entend. Hein? Oui, puis laissez-moi vous raconter l'histoire. Ça raconte un chagrin d'amitié entre Mustapha, lui dont les parents sont soudanais, mais qui a grandi dans un HLM à Toronto. Il s'était lié d'amitié avec un jeune garçon palestinien et leur lien d'amitié a été mis à rude épreuve par le conflit. Alors, ça, c'est vraiment une très, très belle ballade très prenante. Il n'a pas pu cueillir son prix en main propre parce qu'il était à New York hier soir. Et donc, ça vient avec une bourse de 10 000 $. Voilà pour cette chanson. Très belle chanson, franchement, que vous nous faites découvrir ce matin, oui. L'Espagne qui menace de boycotter l'Eurovision si Israël est dans la compétition. C'est ça. C'est la télévision publique espagnole qui se dit être prête à se retirer de la compétition. C'est une déclaration assez significative parce que l'Espagne fait partie des principaux contributeurs financiers, ceux qu'on appelle les Big Five, là, c'est Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne. Et donc, ces grands contributeurs, ça leur garantit toujours une place en finale. Alors, ça peut peut-être mettre de la pression sur les organisateurs du concours, bien sûr. On sait que les Pays-Bas, l'Irlande, la Slovénie aussi demandent déjà l'exclusion d'Israël dans le concours, évidemment. Et l'organisatrice, on dit que l'organisatrice du concours devra peut-être s'enligner autour du mois de décembre là, pour savoir si Israël sera exclu ou non, bien sûr, dans cette compétition. Avoir compétition importante, très, très populaire, l'Eurovision. Julie Jasmine, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Ce qu'on va surveiller, entre autres, évidemment, ce taux directeur, cette annonce de la Banque du Canada plus tard aujourd'hui, ce voyage également de Donald Trump en Angleterre, au Royaume-Uni. On va revenir là-dessus, notamment dans le cadre de nos radiojournaux. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Si vous voulez nous écrire, il y a toujours la bulle de conversation sur l'application Radio-Canada Audio ou encore à la une @radio-canada.ca. Bonne journée, bon mercredi. Salut, c'est Nico Fam avec le balado Fascinante Techno où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace.
Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio.